Bonjour à tous. Merci de me donner la... Attendez de m'avoir entendu. Je ne suis pas sûr que vous applaudissiez encore à la fin. Merci de me donner la parole pour vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur, qui est celui d'Arsenicum album et de Phosphorus dans l'accompagnement des patients cancéreux. On a fait ce travail avec Franck Chauffru et c'est moi qui vais vous le présenter, mais Franck répondra à vos questions également tout à l'heure. On va commencer par deux cas cliniques très rapides et très simples, juste pour permettre de commencer à réfléchir à la problématique. Le premier, c'est celui de Raymond, qui a 57 ans, qui a un cancer du côlon. Il est traité par du 5-FU par la bouche, du 5-FU Péros, qu'on appelle la capecitabine, dont le nom commercial est le Xeloda. Et il vient nous voir parce qu'il a des troubles digestifs, comme c'est très souvent le cas. Il a une diarrhée, il a une mucite, c'est-à-dire une inflammation de la bouche avec des aftes. Il a une irritation oculaire et il a une rhinite croûteuse qui saigne. Le patient vient nous voir parce qu'il a peur que l'oncologue arrête son traitement, parce qu'il se dit que s'il l'arrête, il ne va peut-être pas guérir de son cancer. Il aimerait bien continuer son traitement. Il nous demande donc une aide. A priori, comme ça, intuitivement, qui lui donnerait Arsenicum album à ce patient? On va attendre que les traductions se fassent. Levez la main, ceux qui donneraient plutôt Arsenicum album. Il y en a pas mal. Qui c'est qui donnerait plutôt Phosphorus? C'est moitié-moitié. Qui c'est qui donnerait aucun des deux? 2, 3. Très bien. Voilà. Eh bien, il y en a 3 avec qui on pourra discuter tout à l'heure déjà, ça va être intéressant. Le deuxième cas, c'est celui de Claudine. Claudine, elle a 62 ans, elle a également un cancer du côlon métastatique, mais elle a des métastases hépatiques. On aimerait bien l'opérer, mais les métastases sont un peu grosses, donc on va lui donner un traitement avant l'opération, ce qu'on appelle un traitement néo-adjuvant, pour réduire la taille de ces métastases et pour pouvoir les rendre opérables. Seulement, le cancérologue lui a dit que son foie métastatique ne supporterait peut-être pas la chimiothérapie. Il craint une hépatite médicamenteuse et le patient vient nous voir en disant « Mon cancérologue a peur que je ne puisse pas prendre le traitement. Moi aussi, j'ai peur de ne pas pouvoir prendre le traitement parce que je veux être opéré, c'est ma seule chance de guérir. » Et du coup, il nous demande une solution. Là encore, pour ce patient, qui donnerait Arsenicum album? On va attendre un petit peu que la traduction se fasse parce qu'elle se fait en cascade. Arsenicum album, il y en a 5. Phosphorus, il y en a qui donnent les deux, c'est intéressant. Voilà. Ben, il y en aura sujet à discussion tout à l'heure, c'est super, quoi. Alors pourquoi parle-t-on de similitude anatomo-physiopathologique? Pourquoi cette similitude entre arsenicum, phosphorus et les chimiothérapies? Que fait l'arsenic quand on est intoxiqué par l'arsenic? L'arsenic pénètre dans le corps et va rentrer dans les cellules et perturber la biochimie moléculaire à l'intérieur des cellules, en se fixant sur les groupements thiol des enzymes. Et à partir de là, l'organisme aura du mal à fabriquer de l'ATP, l'adénosine triphosphate, la source d'énergie de nos cellules. À partir du moment où les cellules ne peuvent plus fabriquer leur source d'énergie, un certain nombre d'entre elles vont mourir. C'est le mécanisme d'action. Le phosphore, lui, agit très différemment. Il agit sur le réticulum endoplasmique et sur les ribosomes dans les cellules. Et il va donc empêcher, ce sont 2 structures qui servent à la fabrication des protéines. Donc il va donc empêcher les cellules de fabriquer un certain nombre de protéines. Là encore, ça va poser problème aux cellules dont un certain nombre vont mourir. Au niveau du foie, c'est très important parce que ça empêche la fabrication de VLDL, le Very Low Density Lipoprotein. Et le VLDL est chargé de transporter les triglycérides. Donc les triglycérides vont s'accumuler dans le foie. Le patient va avoir une stéatose hépatique et, si ça dure longtemps, une fibrose hépatique et il va peut-être en mourir.
Pour les chimiothérapies, eh bien, il y a différentes phases. La première phase, oh flûte, j'ai appuyé sur le bouton, j'aurais pas dû. Désolé, je crois que c'était le pointeur. La première phase, qui est la phase 1, la phase d'initialisation, correspond à la toxicité directe de la chimiothérapie et ou de la radiothérapie. Ça va atteindre les brins d'ADN. À partir de là, il va y avoir une libération de radicaux libres dans les cellules. Ces radicaux libres vont atteindre les cellules et vont les détruire. Je pense à ceux qui prescrivent des compléments alimentaires ou d'autres médicaments. Quand on donne un antiradicalaire, on agit à l'encontre de ce que veut faire la chimiothérapie. Donc il faut réfléchir à ça. Faites-le, ne le faites pas, mais réfléchissez. Moi, je ne le fais pas. Je ne vais pas donner une chimiothérapie qui détruit les cellules et un antiradicalaire qui va protéger les cellules. Je trouve que ce n'est pas logique. Une fois ces cellules détruites, il va se créer une inflammation avec la libération de cytokines pro-inflammatoires localement. Cette inflammation de cette zone atteinte va provoquer d'autres nécroses cellulaires, d'autres libérations de radicaux libres, une amplification de la libération des cytokines pro-inflammatoires, et il va y avoir une espèce d'emballement du système, qui est la petite flèche jaune là sur le schéma, une espèce d'emballement du système, jusqu'au moment où ça se calme au bout d'un certain temps. Tout ça, on ne peut pas l'éviter. Mon collègue Lionel Bagot a demandé un jour à un de ses collègues radiothérapeutes s'il ne risquait pas de protéger les patients de la chimiothérapie en donnant des granules. Il lui a répondu « Avec tes granules, tu n'arrêteras pas les rayons ». Et je pense que cette phase-là, c'est exactement ça. Cette phase-là, on ne peut pas l'empêcher avec l'homéopathie. On ne veut pas l'empêcher avec l'homéopathie. Par contre, certains patients vont avoir un emballement du système, soit du fait de leur type sensible qui les prédispose, soit du fait d'un état pathologique du moment, une fragilité pathologique du moment, et qui va faire que ce système va s'emballer et dépasser ce qu'on attend. C'est là qu'apparaissent les effets secondaires, c'est là qu'apparaissent les complications. Là, j'ai mis le schéma d'une muqueuse. Pourquoi ? Parce que dans la muqueuse, quand une muqueuse s'enflamme, elle s'infecte. Et cette infection vient encore amplifier le phénomène, va encore augmenter la production de radicaux libres et de cytokines pro-inflammatoires. Et donc, on a à ce moment-là des mucites qui apparaissent et des phénomènes délétères qui apparaissent. Ça, on peut l'empêcher. Cette amplification exagérée, on peut l'empêcher et c'est là qu'on intervient. Alors, pourquoi j'ai dit qu'il y avait une similitude ? Parce que sur la première phase, vous avez bien vu que c'est différent, mais on a quand même une toxicité cellulaire, intracellulaire, une destruction de cellules, la libération de cytokines pro-inflammatoires, de radicaux libres, tout ça, c'est en commun. Après seulement, là où on agit, c'est sur la suite, et la suite est commune en fait aux trois types de médicaments. Franck Chauffru a étudié la toxicologie et les signes cliniques de la toxicologie de l'arsenic et du phosphore, et on va essayer de vous les présenter rapidement. Au niveau de l'absorption déjà, on voit qu'il y a une grande différence entre les deux. Le phosphore est absorbé très très rapidement et il va se concentrer très rapidement dans les organes nobles, notamment le foie. Et on voit qu'au bout de 2 à 3 heures, on a 65 à 70% de la partie absorbée qui se retrouve dans le foie. Au niveau de l'arsenic, c'est très différent. L'arsenic est absorbé de façon plus uniforme par tous les tissus, mais très faiblement. Et l'arsenic va surtout manifester sa toxicologie sur les muqueuses au départ. Je vous ai mis ici l'absorption au niveau du foie. Alors vous avez l'absorption en fonction du temps, et c'est là, en bas, ce sont les pourcentages d'absorption de l'arsenic en fonction du temps. Que ce soit par voie intraveineuse, intratrachéale, c'est-à-dire par inhalation, ou par voie ingérée. Eh bien, on voit qu'au bout de 24 heures, par exemple, par voie digestive, il n'y a que 0,26% de l'arsenic qui se retrouve dans le foie. Autrement dit, très peu. Ce qui veut dire que sur une toxicologie aiguë, l'arsenic va se manifester sur les muqueuses et le phosphore va se manifester sur les organes nobles. On voit bien la différence à ce niveau-là. Nous, ce qui nous intéresse,
dans le cadre de la chimiothérapie, c'est la toxicologie aiguë. Étant donné que les chimiothérapies vont avoir une toxicité aiguë, il va falloir qu'on trouve un mécanisme semblable si on veut traiter les patients. Si on compare maintenant au niveau clinique ce qui se passe quand les gens sont intoxiqués par l'arsenic ou le phosphore, eh bien, on voit tout de suite que les toxicités d'organes prédominent au niveau du phosphore, avec des céphalées et des troubles psychiques qui peuvent être en commun. Par contre, on aura une photophobie par atteinte du système neurologique dans le phosphorus, qui va donner une mydriase, et donc une photophobie. Et on aura donc des épistaxis par atteinte de la fabrication des molécules de la coagulation par le foie. Donc ce sont des mécanismes différents, mais on a des épistaxis. Au niveau de l'atteinte des muqueuses, là, ça va prédominer pour arsenic avec un cathare rhinopharyngé, une irritation de la gorge, de la bouche et des voies respiratoires supérieures. C'est ce qu'on reconnaît pour notre arsenic. Au niveau digestif, eh ben là, Franck a attiré notre attention sur le fait qu'on avait des symptômes de l'intoxication qui n'avaient pas été retenus dans nos matières médicales. Le premier, c'est une hypersalivation avec une saveur métallique dans la bouche. Ce n'est pas dans nos matières médicales. Il faudrait y réfléchir. Il faudrait qu'on teste arsenicum album dans cette indication et voir si on le rajoute ou pas. Il en est de même pour la langue saburale. Ça ne fait pas partie de nos matières médicales. Pourtant, c'est dans la toxicologie, à réfléchir. Et une constipation parétique, là également, ça ne l'est pas. On connaît tous la diarrhée d'arsenicum album, grand classique, mais la constipation parétique, j'y avais jamais pensé. On pense à des médicaments comme phosphorus, comme causticum ou d'autres, mais jamais arsenicum album. Alors Christelle, tu m'as un peu cassé mon effet, parce que j'étais très content de dire qu'il y avait un autre effet secondaire, qui était la nécrose de la mâchoire inférieure, qui est présente dans la toxicologie de phosphorus, et que je le donnais à mes patients qui avaient des biphosphonates et des soins dentaires. Mais comme je ne vais plus donner de biphosphonates, tu m'as cassé mon effet. Par contre, il reste les patients qui ont des cancers ORL et qui ont des irradiations de la mâchoire, et là également, ou des soins dentaires, et là également, il y a un risque fort de nécrose de la mâchoire, et là on peut penser à notre phosphorus. Au niveau de la toxicologie d'organes, on voit que ça prédomine toujours pour phosphorus, avec des nausées, des vomissements d'origine centrale, non pas d'origine digestive, mais d'origine centrale, et puis cette fameuse toxicité du foie. Au niveau des signes muqueux, ça parle de soi-même quand on regarde le tableau, avec ces nausées, ces vomissements par irritation du système digestif haut, cette diarrhée qu'on connaît d'arsenicum album, malodorante, brûlante, etc. Et puis la constipation parétique à réfléchir pour l'avenir. Au niveau urogénital, pneumologique et cardiovasculaire, on va retrouver la même chose, avec une atteinte, encore une fois, de la coagulation sanguine par trouble du métabolisme des facteurs de la coagulation, une atteinte cardiaque aussi. Elle est importante aussi, l'atteinte cardiaque, parce que beaucoup de nos patients nous disent qu'ils sont essoufflés pendant les chimiothérapies, et étant essoufflés, on fait des examens cardiaques, on ne trouve rien, mais il y a quand même une atteinte cardiaque fonctionnelle liée à ces chimiothérapies. Au niveau de l'atteinte des muqueuses, là on retrouve également les cathares bronchiques. On connaît nos indications d'asthme et de bronchite chronique d'arsenicum album, c'est sans surprise, et les saignements par irritation des muqueuses. Passons maintenant rapidement à la toxicité des chimiothérapies. Il y a 4 familles de chimiothérapie. La première, chronologiquement, c'était celle des alkylants. En gros, ça a été découvert grâce au gaz moutarde qu'on a utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Et on s'est aperçu que le gaz moutarde faisait baisser les globules blancs. Et après la Première Guerre mondiale, on a décidé d'utiliser le gaz moutarde dans les leucémies et les lymphomes. Et c'est comme ça qu'est née la chimiothérapie. Les gaz moutarde agissent en fixant un groupement sur les chaînes d'ADN et ça empêche la cellule de fonctionner et la cellule meurt. Eh bien, ces gaz moutarde, ils ont comme effet secondaire une toxicité hématologique, neurologique, cardiaque, rénale, donc beaucoup de pathologies d'organes. Et donc, on utilisera bien souvent phosphorus dans cette indication. La deuxième famille, c'est les intercalants et les antitopoisomérases. Ce sont des molécules qui aident le bras d'ADN à se multiplier, à se repliquer pendant la division cellulaire. Eh bien, là également, on a des médicaments pour bloquer ces médicaments
qui ont comme effet secondaire principalement des effets secondaires digestifs. Donc là, on aura principalement de la diarrhée, des douleurs abdominales, des brûlures gastriques, des mucites et ce genre de choses-là. Troisième famille, les antimétabolites. Le plus connu, c'est le 5-FU, que vous connaissez tous, utilisé dans les cancers du sein, cancer du côlon, cancer des bronches, etc. Eh bien, celui-ci a une toxicité principalement d'organes, hématologiques, cardiaques, neurologiques. Et donc là, je donnerais également plutôt du phosphore. Par contre, le 5-FU Péros a principalement des atteintes cutanées et des atteintes digestives. Et là, je vais privilégier plutôt Arsenicum album. Dernière famille, les agents toxiques du fuseau. Quand la cellule se divise, elle a besoin du fuseau mitotique qui se développe dans la cellule pour faire migrer les chromosomes vers les deux pôles. Eh bien, on a des médicaments qui vont soit empêcher la fabrication de ces tubules, soit empêcher leur résorption. Eh bien, parmi ces médicaments, il y en a plusieurs. Un des premiers, c'était l'oncovin, dérivé de la pervenche. Et maintenant, on utilise beaucoup plus les taxanes, dérivés de l'IF. Le premier, chronologiquement, c'était le docétaxel, connu sous le nom de Taxotere, qu'on donne toutes les 3 semaines, et qui a beaucoup de pathologies digestives, avec des diarrhées, des troubles digestifs très importants, qui amènent souvent à l'arrêt des traitements. Le deuxième, c'est le paclitaxel, connu sous le nom de Taxol, qu'on donne toutes les semaines, et qui a plutôt une toxicologie neurologique. Donc pour le premier, je donnerais plutôt Arsenicum album. Pour le deuxième, je donnerais plutôt Phosphorus. Donc, on voit qu'on peut choisir nos traitements, on peut choisir entre Arsenicum album et Phosphorus en fonction de la toxicité des organes, soit nobles, soit des muqueuses. Mais on va tenir compte également du type sensible. Il est évident qu'un lycopodium, par exemple, sera plus atteint au niveau du foie, c'est son poids fragile. Donc, on va peut-être privilégier Phosphorus chez lui. C'est évident qu'un sulfure va agir plus au niveau des muqueuses. Donc on donnera peut-être plutôt Arsenicum album chez un patient de type sulfure. Donc une ordonnance type, elle pourrait être comme ça, pour l'accompagnement de la chimiothérapie. Pour ceux qui étaient à Barcelone, vous savez pourquoi on donne Phosphoricum acidum. C'est le médicament principal de la fatigue. Et pour nous, il est de prescription systématique. On le donne en échelle, 9, 12, 15, 30, une dose par jour. On a travaillé avec Marie-Hélène Ribreau là-dessus. Dose à 9 CH le premier jour, 12 CH le deuxième jour, 15 CH le troisième jour, 30 CH le quatrième jour. Pour ceux qui n'ont pas 12 CH dans leur pays, ils peuvent faire 7, 9, 15, 30. Ensuite, on choisira un grand toxique, ou Phosphorus ou Arsenicum album. On pourra donner un traitement des symptômes que représente quel patient à ce moment-là. Et on pourra donner un médicament de type sensible s'il fait sens, s'il a un intérêt. Et là, je rejoins Christelle et Marie-Hélène avec qui on avait travaillé là-dessus. On ne donne le médicament de type sensible que si les pathologies que peut présenter le patient sont prédisposées par ce type sensible à se développer. S'il n'y a pas de prédisposition, ça n'a pas d'intérêt. Et s'il n'y a pas de signes cliniques en rapport avec le type sensible, ça n'a, à mon sens, pas d'intérêt. On revient maintenant sur notre cas clinique, sur nos cas cliniques. Dans le premier cas, eh bien, vous voyez que c'est principalement une pathologie de muqueuse, donc qui va donner Arsenicum album. Ben voilà, une majorité. Dans le deuxième cas, c'est principalement une pathologie d'organes, vu qu'on va craindre une atteinte hépatique, donc on va donner évidemment Phosphorus. Je ne vous fais pas l'injure de vous demander. Merci pour votre attention. Vous nous avez bien éclairé sur la place de ces deux souches dans la prise en charge de ce patient dans son parcours thérapeutique oncologique. Moi, j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose avant qu'il démarre ce parcours? C'est-à-dire que tu nous as bien positionné au Phosphorus Arsenicum album. Est-ce qu'on peut aussi leur donner une place dans une dimension préventive, d'anticipation? Je te remercie Frédéric parce que c'est ce qui est au cœur du problème. C'est en fait la question centrale du problème. Ce que je vous ai présenté ici, ce sont des traitements préventifs. On s'est aperçu que quand on faisait une chimiothérapie, si le phénomène d'emballement dont je vous ai parlé au départ est déjà présent, c'est trop tard. Les manifestations sont là, les atteintes organiques
sont faites et on a beaucoup de mal à rattraper la situation. Il faut donc donner des traitements préventifs. Une fois que les manifestations sont là, mon topo n'a plus d'intérêt. On se base sur les symptômes du patient, qu'on répertorie, et on va donner le traitement qui corresponde aux symptômes de notre patient. À ce moment-là, le médicament homéopathique à choisir, on l'a, on le connaît. Mais les traitements que j'ai donnés là sont à donner de façon préventive, avant même le début de la chimiothérapie, si possible, et en tout cas avant les symptômes, si possible. Donc dans la vraie vie, je pense que nos amis dans la salle sont comme moi, ces patients qui déclarent une pathologie cancéreuse, malheureusement, la plupart du temps, ils nous échappent, parce qu'ils rentrent dans ce circuit hospitalier, sauf s'ils nous connaissent bien et qu'ils savent qu'on pratique l'homéopathie. En tout cas, pour ces patients qui cherchent un accompagnement complémentaire, eh bien, il est important de les prendre en charge, si je te comprends bien, avant même qu'ils démarrent leur parcours oncologique au stade, j'ai envie de dire, du diagnostic initial. En tout cas, dans tous les cas, le plus tôt possible. Donc on les prévient. Quand il y a une suspicion de cancer, parce qu'un patient vient nous voir, parce qu'il a du sang dans les selles, parce qu'il a une anomalie à la mammographie, d'emblée, je le préviens en lui disant, surtout, dès que vous avez un diagnostic, vous venez me voir et on vous accompagne et on ne vous laissera pas tout seul face à tout ça. Je vous rappelle ce matin, dans les quelques mots que j'ai partagés avec vous, avec ce premier enjeu, le vieillissement de la population, deuxième enjeu, cette épidémie de l'obésité, eh bien le cancer, est présent dans ces deux axes, dans ces deux enjeux, et ça va être notre quotidien de plus en plus fréquemment, demain, dès 2030, d'après l'OMS, et encore plus à partir des années suivantes. Autre question, si j'ai un patient qui est d'un profil, d'un type sensible arsenicum album ou phosphorus, à votre avis, est-ce que ça lui donne un facteur prédictif de moins bonne tolérance au traitement anticancéreux? Je pense que c'est évident. Finalement, on se base... L'histoire du type sensible, c'est l'ensemble des symptômes. On revient toujours à la globalité. Donc, si quelqu'un a l'ensemble des symptômes, il a effectivement, malheureusement, plus de chances de mal réagir à ce traitement. Et je voulais revenir en tant que médecin généraliste. Moi, quand j'ai un patient qui déclare un cancer, je sors tout de suite mon petit livre Jean Carpe que j'ai sur le bureau. Je dis, vous ne bougez pas. Dès que vous savez quel traitement vous allez avoir, appelez-moi et je vous dirai. Donc on a aussi cette possibilité, en tant que médecin généraliste, non spécialiste de l'oncologie comme toi, de répondre à nos patients de cette façon-là. Et aussi avec leur terrain, bien évidemment. Mais en même temps, je me dis que la chimiothérapie, c'est un peu comme quand on pilonne un terrain pour chasser un ennemi. C'est-à-dire que ça va faire des cratères, que le terrain soit mou ou soit dur, on s'en fiche un peu. La chose essentielle, c'est déjà d'agir comme tu le conseilles, de prévenir les effets secondaires de cette chimiothérapie, et après, on peut revoir le traitement de terrain tranquillement. Mais je crois que l'urgence, c'est déjà d'éviter une dévastation du terrain. Donc une attention encore plus importante. Oui, oui. Non seulement ça, mais je considère qu'il y a un type sensible dû à la toxicologie du médicament, qui est pour moi la priorité. Et après, le terrain, on a le temps de voir. Je crois que pour le moment, il faut d'abord sauver les meubles, si j'ose dire. Merci messieurs pour cet éclairage.